Bonsoir. On va commencer, s'il vous plaît. Bouh. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence dessinée intitulée « Pourquoi on aime avoir peur? L'esthétique horrifique au regard de la psychologie ». Et cet événement s'inscrit dans le cadre de RJC, les rencontres des jeunes chercheuses et chercheurs en psychologie à Grenoble. C'est une initiative annuelle qui réunit les doctorants et doctorantes du laboratoire de psychologie et neurocognition, le LPNC, et le laboratoire interuniversitaire de psychologie, le LIP-PC2S. Nous célébrons cette année la 5e édition de RJC et nous sommes très honorés de partager cette soirée avec vous. Les RJC ont commencé en 2019 dans le but de créer un espace de partage et de communication autour de la psychologie scientifique. Et chaque année, on organise une conférence grand public gratuite grâce à différents sponsors que je vais nommer maintenant. L'école doctorale de l'ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement, EDIS, l'école doctorale Sciences de l'homme, du politique et du territoire, SHPT, la commission culture du CRUS, Grenoble IMP, la métropole de Grenoble, CBH School, CERCOG, Pégase, Culture EGA, la ville de Grenoble, la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr nos deux laboratoires de psychologie. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter nos deux intervenantes de ce soir. Elsa Lecarpentier, sociologue et illustratrice, mieux connue sur Instagram sous le nom de La Pommade. Son travail artistique se concentre sur la communication scientifique, justement, et nous apportera une perspective unique et immersive à notre discussion de ce soir. Et Hélène Mottier, enseignante, chercheuse, docteur en psychologie cognitive et de développement, Hélène a réalisé une thèse portant sur les arts visuels et la cognition, se concentrant particulièrement sur le développement visuel et la formation des jugements esthétiques. Et en plus de ses contributions académiques, elle est une des fondatrices de RJC en 2019, ce qui rend cette soirée d'autant plus spéciale. Nous espérons que cette conférence vous permettra de mieux comprendre la psychologie de la peur. Nous allons découvrir ensemble les mécanismes psychologiques et esthétiques qui influencent nos perceptions des œuvres horrifiques. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Nous vous souhaitons une excellente conférence et je vous demande de recevoir nos intervenantes avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je remercie les rencontres jeunes chercheurs et chercheuses d'avoir poursuivi effectivement ce qu'on avait commencé en 2019 avant le Covid et vraiment d'avoir complètement agrandi et rendu honneur à cette initiative, puisqu'il faut savoir que la première rencontre jeunes chercheuses, ça avait commencé au Docteur D, donc on n'était pas du tout au même niveau que là, donc je suis vraiment ravie de revenir 5 ans plus tard et vous parler de la suite de mes études. Alors, donc pour cette conférence, vous avez dû voir que c'est une conférence dessinée et on va tout de suite commencer. Alors, pourquoi apprécions-nous vivre des expériences qui nous procurent pourtant de la peur ? Plus généralement, pourquoi se confronter volontairement à des émotions négatives ? C'est étonnant à première vue, puisque dans la vie de tous les jours, nous avons plutôt tendance à éviter les situations déplaisantes et à rechercher les situations plaisantes. D'ailleurs, on considère que si les personnes vont contempler des œuvres, lire des fictions, ou si vous venez ici participer à une manifestation scientifique artistique, c'est bien parce que vous en prenez plaisir, sensoriellement et intellectuellement. Et c'est ce plaisir qui va pousser les personnes à renouveler les expériences. On considère alors qu'il est paradoxal de prendre plaisir à ressentir des émotions négatives. On craint peut-être que ce soit moralement discutable.
Pourtant, loin d'empêcher l'expérience esthétique, les émotions négatives pourraient améliorer nos jugements esthétiques. Je prends ici l'exemple particulièrement parlant de la peur, puisque c'est une émotion qui nous amène plutôt des comportements justement d'évitement et de non-répétition. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'expérience esthétique horrifique divise autant. Certaines personnes vont énormément apprécier se mettre dans ces situations-là, pendant que d'autres vont préférer les éviter. Alors, je vous remercie beaucoup pour la curiosité dont vous faites preuve aujourd'hui sur ce que les chercheurs ont appelé le paradoxe de l'horreur. Je vous propose de revenir sur les processus psychologiques et cognitifs de l'expérience esthétique en général, pour mieux comprendre comment les émotions négatives sont intégrées dans cette expérience. Donc, comme je vous disais, Elsa nous illustrera du coup cette conférence qui est un peu contée, et je vous proposerai aussi quelques courtes expériences. Pour clôturer, je vous proposerai également une discussion et une réflexion sur l'esthétique, et sur l'esthétique horrifique en particulier, et ses enjeux au cours du développement. J'ai vu qu'il y avait quelques enfants. J'espère qu'ils auront un peu peur aussi. Alors, qu'est-ce que l'esthétique ? Alors, c'est une vaste question que je vais extrêmement réduire. Et l'esthétique, on considère que c'est l'attribution du prédicat beau ou laid à un objet. On considère que ce jugement serait le fruit d'une expérience complexe qui va mêler à la fois des processus sensoriels, mnésiques et émotionnels. Alors ici, je vais me contenter de parler de l'esthétique visuelle, mais bien sûr, ça s'applique aussi à l'audition et tout autre sens. On a souvent le débat de savoir si la beauté est subjective ou objective. D'un côté, vous avez sûrement entendu parler du fait que la beauté des visages serait plutôt objective, on en entend beaucoup parler dans les réseaux sociaux notamment, ou que le chiffre d'or serait une propriété universellement belle des objets. Effectivement, plusieurs études vont dans ce sens, même si c'est un peu plus compliqué que ça. D'un autre côté, on entend souvent dire aussi que l'on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs. Ou, pour reprendre Hume, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est un débat philosophique ancien auquel les modèles et les expérimentations en psychologie et en neurosciences tentent aujourd'hui d'apporter des éclairements, des réponses. Le jugement esthétique, selon ces modèles, va émerger de l'interaction entre la manière dont les propriétés sensorielles des objets sont traitées par notre système perceptif et cognitif, les significations et les connaissances des objets, de ces objets, les associations aussi que nous pouvons faire avec nos connaissances culturelles et individuelles, et les émotions induites donc par l'objet, la situation ou encore le contexte d'observation. Notre jugement du beau dépendrait à la fois de traitements dits de bas niveau, c'est-à-dire des traitements qui vont être automatiques et dont l'influence sur notre jugement est peu ou pas consciente, et d'autre part, il dépendrait de traitements dits de haut niveau, c'est-à-dire volontaires, délibérés, et dont l'influence sur notre jugement est plutôt consciente. Si je regarde cette œuvre, quelles sont les influences de ma vision, de mes connaissances ou de mes émotions dans la formation de mon jugement esthétique ? En premier lieu, va se dérouler une analyse perceptive qui s'opère de manière complètement automatique sur les formes, les couleurs, la symétrie, les groupements ou encore la reconnaissance des objets. Des études ont montré que certaines caractéristiques visuelles ont plus tendance que d'autres à procurer un sentiment esthétique agréable. C'est par exemple le cas des formes arrondies, de la symétrie, des contrastes élevés. Ce sont des propriétés qui attirent le regard de manière automatique, y compris chez les nourrissons. Les caractéristiques visuelles qui induisent un sentiment agréable lors de leur observation s'avèrent être celles qui facilitent le traitement visuel. C'est ce qu'on appelle la fluence perceptive. Les œuvres perceptivement fluentes sont jugées plus souvent belles et par plus de personnes que les autres œuvres. Ça expliquerait en partie pourquoi, chez les personnes qui n'ont pas de connaissances spécifiques en art, les œuvres représentatives sont préférées aux œuvres abstraites. Les œuvres représentatives vont faciliter le traitement visuel et la compréhension de ce qui est dépeint.
C'est le cas des portraits. Les portraits représentatifs sont jugés en général plus beaux que les portraits plus abstraits. Si je reprends mon tableau précédent, je reconnais automatiquement une femme de dos devant un paysage ouvert, avec la végétation basse, des montagnes au loin et un ciel orangé, qui laisse seulement le doute de savoir s'il s'agit de l'aube ou du crépuscule. Ces reconnaissances visuelles, qui mêlent de la perception et de la mémoire, participent positivement à mon jugement esthétique. D'autant plus que certains paysages semblent être plus appréciés que d'autres, et c'est le cas des paysages ouverts comme celui qui est dépeint ici. La question de la reconnaissance visuelle nous amène à faire le lien avec la mémoire. Et je vous pose la question, est-ce que cette peinture vous rappelle une autre peinture, vous fait penser, vous fait associer à une autre peinture par hasard? De la Croix. Alors je ne l'ai pas, celui de Delacroix. Dali, ok. Alors je pensais plus, mais bon, c'est par connaissance du coup. Est-ce que quelqu'un... alors je pensais plus à des tableaux de dos. Pardon, j'ai mal entendu. Oui, Friedrich, Caspar David Friedrich, effectivement. Alors, on va peut-être le mettre, ce sera plus visuel, mais du fait d'être de dos et face à un paysage ouvert, ce tableau rappelle effectivement le voyageur contemplant une mer de nuages. C'est effectivement l'œuvre la plus célèbre de Caspar David Friedrich, pour les amateurs d'art. Alors, il s'avère que les deux œuvres sont du même artiste, d'ailleurs de la même année, et qu'elles utilisent les mêmes règles stylistiques. Du fait aussi d'un contenu similaire, ça peut faciliter les associations. Ces associations en mémoire, les connaissances que vous pourriez avoir sur cette œuvre, sur le style, sur l'époque, vont également entrer en compte dans l'appréciation esthétique. Une étude a notamment montré que le fait de fournir des informations sur l'œuvre, comme le titre, va augmenter l'appréciation de cette œuvre, mais uniquement si le titre améliore la compréhension. La mémoire influence le jugement esthétique autrement que par les connaissances spécifiques à l'art. Ces connaissances proviennent aussi, et peut-être avant tout, des significations et des associations qui dépendent de notre culture partagée et individuelle. Quand je parle de culture partagée, je fais évidemment référence au fait que nous avons des références communes du fait de nos systèmes familiaux, de notre exposition aux médias, aussi à l'école. Et ça nous amène du coup à des connaissances et des symbolisations qui sont communes. Par exemple, si vous deviez me citer une œuvre qui représente la peur, là ça devrait être un peu plus simple. Le cri de Munch, effectivement. Le plus célèbre, c'est effectivement le cri de Munch. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe 5 versions différentes de cette œuvre? Saviez-vous également que le fameux cri qui est dépeint ne provient pas du personnage central, même s'il ouvre grand la bouche, mais de l'extérieur de la scène? Le personnage, qui est en réalité l'artiste lui-même, se bouche les oreilles pour ne plus entendre ce cri visiblement abominable. Et on peut se demander quel est ce cri. Alors, Edvard Munch écrit lui-même dans son journal à propos de cette œuvre en 1892, très exactement. « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Que s'est-il passé? Des spécialistes ont fait le lien avec la couleur extrêmement particulière vue et dépeinte par Munch et les conséquences d'une des plus importantes éruptions du volcan Krakatoa en Indonésie, à des milliers de kilomètres de là. Les cendres en suspension dans l'atmosphère ont modifié les couleurs du ciel jusqu'en Europe.
Cette éruption est d'ailleurs la plus meurtrière jamais connue, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Très joyeux. Pourquoi vous raconter tout cela ? Vous avez dû ressentir différentes émotions au fur et à mesure que je vous apportais les différentes informations. L'œuvre, du fait de ses formes, des contrastes, des couleurs vives et de l'évocation émotionnelle du visage, provoque de premières impressions esthétiques en l'absence de connaissances spécifiques à son sujet. L'exposition répétée à cette œuvre a également participé à votre jugement esthétique de manière involontaire. Les informations, que j'espère nouvelles, sur ce tableau vous amènent désormais à observer le cri de Munch de manière différente. Et sûrement vous permettent-elles d'apprécier l'esthétisme de l'œuvre différemment aussi. Avec ou sans connaissance, vous avez sûrement aussi pu associer cette œuvre à des situations ou des sentiments que vous avez déjà expérimentés. Peut-être aviez-vous déjà imaginé de quoi le personnage était si effrayé. Les connaissances qui vous sont propres, ce que l'œuvre vous évoque, influencent grandement votre appréciation esthétique. C'est l'hypothèse de la maîtrise cognitive. Donc l'hypothèse de la maîtrise cognitive. Elle nous dit que plus nous réussissons à comprendre et à interpréter une œuvre, et plus nous sommes susceptibles de l'apprécier esthétiquement. Le contenu des informations à maîtriser cognitivement va évidemment dépendre du niveau d'expertise. Les connaissances subjectives lors de l'interprétation auront une plus grande place dans le jugement esthétique chez les personnes dites naïves en art par rapport à celles qui seraient expertes. Plusieurs études ont montré que plus l'expérience esthétique est différenciée, c'est-à-dire qu'elle nous amène à plusieurs niveaux de compréhension, et plus la satisfaction esthétique est importante. La différenciation dans l'expérience esthétique pourrait justement provenir d'une diversité dans les émotions expérimentées. Plusieurs auteurs proposent que le fait d'expérimenter différentes émotions augmente l'appréciation esthétique et que quelle que soit la balance de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les émotions. Les émotions, elles jouent évidemment un rôle extrêmement important et à différentes étapes de l'expérience esthétique. On peut par exemple distinguer les strates primaires des strates secondaires des réponses émotionnelles lors de l'exposition artistique. La strate primaire des émotions sont des sentiments peu conscients qui vont être liés aux caractéristiques visuelles citées précédemment, comme notamment les formes arrondies, les harmonies de couleurs et certaines proportions. La strate secondaire des émotions concerne les connaissances et interprétations qui vont être donc liées à l'air ou liées à soi. Ces émotions vont varier dans le temps et ne sont pas toujours très conscientes. Il peut s'agir d'une impression positive vague, comme d'une émotion clairement identifiable. Dans le cas du cri de Munch, l'exagération de l'expression faciale de la peur amplifie les émotions ressenties. Par contagion émotionnelle, la peur peut être ressentie plus intensément, et dans un même temps, la facilité à identifier l'émotion rend l'expérience plaisante. Cette facilité de l'identification par exagération s'appelle l'effet peak shift. Alors l'effet peak shift n'est évidemment pas la seule raison qui nous permettrait d'apprécier, ressentir des émotions négatives. Il en existe plein d'autres. Et si les études se sont surtout intéressées au processus visuel et mnésique, on en sait encore relativement peu sur la complexité de l'expérience esthétique, émotionnelle dans l'esthétique. Ce qui reste notamment à explorer, c'est le rapport aux émotions négatives dans l'expérience esthétique et qui nous en apprendra justement beaucoup sur l'esthétique en général. Si je reprends l'exemple du voyageur contemplant la mer de nuages, je serais tentée de penser que ce sont mes sentiments agréables face à la beauté des paysages montagneux ou encore mes pensées sur ce qu'est le calme et la sensation agréable de la contemplation qui ont dicté mon appréciation positive. Ce serait pourtant un grand raccourci d'affirmer que seules les émotions positives engendrent une appréciation esthétique positive. Peut-être que si j'associe cette œuvre à de la tristesse ou de la mélancolie, mon expérience en serait améliorée.
Le sentiment agréable de ce paysage montagneux prend une toute autre dimension lorsque ces monts entrent en éruption, comme dans la représentation du Vésuve de William Turner. Ici, ce n'est plus le calme du paysage, mais au contraire le chaos de ce dernier qui va influencer mon expérience esthétique. Que se passe-t-il lorsque nous ressentons des émotions particulièrement négatives comme la peur lors de l'expérience esthétique? Pourquoi peut-on trouver beau quelque chose d'effrayant? Un modèle explicatif nous a été proposé par Menningaus et ses collaborateurs. On parle de la distanciation et de l'embrassement, et je vous présenterai du coup ces deux facteurs. D'après ce modèle, les émotions négatives sont considérées comme des sources importantes de satisfaction lors de la réception artistique et elles ne seraient pas du tout réservées à une forme particulière d'art. L'art horrifique est défini comme un genre qui vise de manière centrale et démontrable à provoquer un ou des affects négatifs, mais il est très difficile de savoir où ce genre s'arrête. Les émotions négatives sont particulièrement puissantes pour retenir l'attention. Parce qu'elles sont intenses et elles sont en plus hautement mémorables. C'est justement ce que vise à procurer l'art. Par exemple, il s'avère qu'on se souvient mieux et qu'on juge plus esthétiques les films tristes par rapport à des films joyeux. Le genre horrifique divise cependant plus que d'autres formes d'art, comme je vous le disais tout à l'heure, entre adoration et détestation. Dans le cas d'œuvres terrifiantes ou dégoûtantes, beaucoup sont tentés de les considérer comme laides ou ne perçoivent pas l'intérêt esthétique. Le paradoxe de l'horreur nous aide à comprendre comment les émotions négatives, comme la peur ou le dégoût, peuvent amener à un jugement esthétique positif. Avant de vous présenter et de rentrer dans le détail de ce modèle, je vous propose une courte expérience sur l'esthétique horrifique. Je vous préviens tout de suite, l'image n'est ni sanglante ni choquante. Et pour cela, je vais vous demander de screener le QR code où vous pouvez aussi rentrer le live.voxbox.com et entrer le code PIN. Alors, pour l'instant, rien ne se passe. Non, pas encore, tu peux laisser le... Et on va vous montrer une image. Alors, quand tout le monde est prêt, là-dessus, je vous donne quelques consignes. Vous allez avoir 4 questions d'affilée qui devraient apparaître automatiquement sur votre écran. On va vous présenter du coup une image et on vous demandera du coup de juger notamment de l'esthétique. C'est une version simplifiée d'une étude qu'on a menée. Ça passe pas. En espérant que la connexion passe, c'est sûr. Ça va? Cool. C'est bon? Ok. Alors, si vous êtes prêts, on va vous présenter une image et la première question, ce sera de juger de l'esthétique de cette œuvre. Donc vous devez là maintenant voir apparaître justement sur votre écran une question. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre sur reconnecter, reconnect ou se connecter. Avant de cliquer, justement, on va présenter l'image. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ok, c'est bon pour tous? Ok. Maintenant, je vais vous poser une seconde question. Vous allez voir apparaître de nouveau la question sur votre portable. Et là, je vous demande l'émotion dominante que vous ressentez face à cette œuvre. Ça devrait apparaître sur vos portables aussi. Toujours par rapport à ce tableau, oui. Cette photo.
Très bien, tout le monde. Ah, ça divise, ça divise. Ok. Tout le monde, tout le monde? Troisième question, je vais vous demander à quelle intensité vous ressentez cette émotion. Et on passera à la dernière question. Je vous laisse un peu de temps quand même. Dernière question, est-ce que vous êtes familier à ce type d'image, à ce type d'esthétique? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, justement? Ok. Comment? Ah, vous n'avez pas la question? Ah, pardon. Ça va pas bien passer. Donc voilà, c'est bon maintenant? Êtes-vous familière? Ah, c'est bien. Super, merci pour votre participation. Alors, avant de vous présenter les résultats, enfin vos résultats à ce court sondage, je vais vous expliquer un peu le contexte de pourquoi cette image. Alors, ce type d'image fait partie d'un genre horrifique assez nouveau qui prend sa source dans la culture internet et cinématographique. Ce sont ce qu'on appelle les liminal space ou espaces liminaires. Alors, ce sont des espaces qui représentent à chaque fois des lieux communs, abandonnés et sans fin, avec des longs couloirs, des centres commerciaux ou des jeux pour enfants. Et l'atmosphère est plutôt anxiogène, notamment du fait d'être seul, mais aussi parce que la répétition des patterns visuels suit le principe des labyrinthes. Donc on a un certain sentiment de claustrophobie. Pour les cinéastes, cette esthétique vous aura sans doute rappelé le film Shining. Est-ce que ça... je vois en régie si ça va. Ok. Et pour ceux qui sont plus familiers à la culture internet de l'horreur, vous avez certainement entendu parler ou vu les backrooms, en particulier le premier niveau, avec ses bureaux labyrinthiques de murs jaunes décrépits. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à la fin de la conférence, effectivement, potentiellement à regarder un peu ce qui se fait là-dessus. Et donc, dans une étude qu'on a menée l'an passé, auprès de 553 participants, parmi lesquels 56% de notre population étaient familiers à cette esthétique, au liminal space, on a étudié l'effet des connaissances et des émotions sur le jugement esthétique de ces images qui sont donc censées provoquer un sentiment diffus d'anxiété. On a retrouvé des jugements esthétiques assez différents, mais tout de même 69% des participants ont indiqué un score esthétique supérieur à la moyenne, soit un jugement plutôt favorable pour l'ensemble des 21 images qui étaient présentées. Néanmoins, la connaissance, contrairement à ce qu'on pensait, la connaissance de ce type d'image et le fait de regarder fréquemment du contenu horrifique n'améliorait pas le jugement esthétique. Au contraire, ce sont ces participants qui avaient des jugements les plus stricts et qui donc jugeaient les images moins esthétiques. Il est possible que ce résultat soit lié au fait que les images qu'on a présentées sont particulièrement connues et donc présentaient moins d'intérêt pour les personnes qui avaient déjà exploré cette esthétique. Concernant les émotions, nous avions retrouvé que lorsque les personnes choisissent une émotion négative pour décrire au mieux leur ressenti, le jugement esthétique était plus élevé. Cette influence dépendait aussi de l'intensité de l'émotion ressentie, et c'est lorsque l'intensité émotionnelle était faible à modérée que le jugement esthétique était plus élevé, ce qui nous a plutôt étonnés. Alors, je vous propose de regarder justement nos résultats pour l'image, si on retrouve des résultats, en tout cas. Alors, bien sûr, il faudrait tester statistiquement tout ça, mais regardons déjà pour vous, comment est-ce que vous avez jugé l'esthétique de l'œuvre. Alors, on est plutôt sur un pourcentage assez élevé, avec effectivement plus de 60%, je suis très nulle en calcul mental, mais voilà, entre esthétique et très esthétique. Concernant la... je
je vais y arriver, concernant l'émotion dominante. Alors là, on va voir apparaître en gros les émotions le plus fréquemment citées. Donc c'est la confusion, la frayeur, le vide. Effectivement, c'est une émotion intéressante. L'angoisse, on a l'ennui aussi. Et quelques émotions positives comme l'intérêt, écrit plus ou moins bien visiblement, et la curiosité. Au niveau de l'intensité, du coup, on est sur une intensité relativement faible à modérée, effectivement. Enfin, est-ce que vous êtes familier ? Vous étiez quand même très nombreux à être familiers à cette esthétique-là. Ok, on est sur des connaisseurs. Et connaisseuses. Alors, le fait qu'une intensité moyenne à faible d'une émotion négative amène à des jugements esthétiques plus favorables nous a d'abord étonnés. Et puis finalement, il s'avère que le modèle dont je vous parlais tout à l'heure parle du fait que le premier facteur pour apprécier une émotion négative, c'est de pouvoir la mettre à distance. La distanciation, c'est donc le fait d'apprécier, expérimenter des émotions négatives dans l'art serait donc possible par cette distanciation, par une prise de recul, un sentiment de contrôle de cette émotion. Cette distanciation, elle proviendrait du contexte artistique et de la fiction. Nous serions en mesure de mettre une distance psychologique de sorte à préserver le plaisir dans la réception artistique face aux effets potentiellement délétères habituels des émotions négatives. L'exposition à des émotions négatives dans l'art est différente de son expérimentation dans la vraie vie. Bien qu'elle puisse être ressentie de manière intense, l'individu sait qu'il est en sécurité physique immédiate et qu'il peut contrôler l'exposition. La distance provient donc à la fois du fait que l'on se trouve dans un espace-temps différent du contenu terrifiant, et c'est une sécurité qui est au moins physique pour l'observateur ou le lecteur. Mais pour que cette sécurité soit aussi psychologique, il faut ajouter à cela le fait de pouvoir contrôler, de décider d'arrêter ou de poursuivre l'exposition. Sans ces deux éléments de la distanciation, donc la sécurité et le contrôle, le plaisir dans l'expérience d'émotions négatives s'en trouverait compromis. Certaines thématiques ou types de contenus jouent avec les frontières du réel, en se faisant le plus immersif possible. On pense notamment aux jeux vidéo, mais aussi au found footage qui correspond aux films qui imitent le faux documentaire et où l'on sera en train de visionner les enregistrements retrouvés. Plus généralement, les avancées techniques en animation permettent de réaliser des films de plus en plus réalistes, y compris dans les films d'horreur. Mais la distance n'explique pas à elle seule les jugements esthétiques favorables, mais ce serait une condition nécessaire dans l'appréciation de ces émotions. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle certaines personnes détestent l'horreur pourrait être qu'elles se feraient happer par l'aspect négatif de la situation, le fait que ce soit de l'art ou de la fiction n'étant pas suffisant pour réussir à mettre ces émotions à distance. Ça pourrait également expliquer que même pour les amateurs d'horreur, certains contenus sont difficilement appréciables. Je pense notamment ici au gore. Plutôt que de nous effrayer, on va jouer sur de l'émotion du dégoût. Le dégoût est difficile à mettre à distance parce qu'il provoque notamment des réactions viscérales désagréables. Alors la distance, elle s'accompagne de ce qu'on appelle l'embrassement. Et avant d'entrer dans le détail des mécanismes de l'embrassement, je vous propose une seconde expérience avec une deuxième image. Je corrige, vu que j'ai une petite faute d'orthographe. Hop là.
Alors ici encore, la première question qu'on va vous demander, ce sera de juger donc de l'œuvre. Vous allez refaire un peu la même chose en fait que précédemment, mais avec une autre œuvre d'art. Je pense qu'on peut l'afficher. OK. Je vous laisse juger de cette œuvre. Il n'y a rien du tout? Ça ne fonctionne pas? Il faut se reconnecter si jamais. Petit problème du live. Ça va, ça fonctionne? Quand même? Je vous propose aussi du coup maintenant, si c'est bon pour la plupart, je vous propose de nommer l'émotion dominante que vous pouvez ressentir du coup face à cette œuvre. On continue. À quelle intensité avez-vous ressenti cette émotion? Je vais un peu vite? Sorry. Je pense que je peux mettre comme ça. C'est la première fois que je teste cet effet, donc... C'est bon pour l'émotion? Pas encore? Ok. Tant pis pour les retardataires. À quelle intensité, du coup, avez-vous ressenti cette émotion? Et dernière question. C'est bon pour tout le monde? Dernière question. Je vous demande à quelle fréquence vous estimez votre exposition à du contenu horrifique, donc quelle que soit la forme, que ce soit des vidéos, des films, des documentaires, des expositions au musée, des séries, des jeux vidéo, etc. Merci pour votre participation. Alors, on regardera aussi du coup vos résultats. Mais donc pour vous contextualiser, donc c'est une œuvre qui fait partie de 30 œuvres qu'on a montrées du coup dans une seconde étude cette année, et donc vous avez des résultats tout frais là. Alors, parmi 272 participants qui ont jugé du coup l'esthétique de ces œuvres d'art horrifiques, là qui sont vraiment des œuvres exposées dans des musées par des artistes extrêmement réputés et reconnus, on a réparti du coup les œuvres horrifiques en fonction de différentes catégories. On avait notamment la catégorie des monstres, la catégorie du macabre, c'est-à-dire toutes les représentations symboliques de la mort, et d'autres catégories comme les déformations corporelles, les paysages effrayants, des mutilations et des cadavres. Alors pour chaque œuvre, les participants devaient évaluer, comme vous l'avez à peu près fait, mais en version simplifiée, le degré d'esthétisme sur une échelle allant de 1 à 10. Ils devaient également indiquer l'émotion qui se rapprochait le plus de leur vécu et l'intensité à laquelle ils ont ressenti cette émotion. On a regardé l'influence des connaissances et de l'expérience antérieure par rapport au contenu horrifique, sur le jugement esthétique notamment. Alors on a retrouvé que les personnes qui regardent de manière quotidienne ou hebdomadaire ce genre horrifique émettent des jugements esthétiques plus favorables que ceux qui regardent moins régulièrement.
Il est possible que, contrairement à l'étude qu'on a menée sur les liminal space, les œuvres sélectionnées étaient moins connues ou que notre sélection était suffisamment horrifiante pour les personnes qui apprécient ce type d'œuvres. Les participants qui s'exposent le plus souvent à du contenu horrifique indiquent que l'émotion ressentie est positive, en comparaison aux participants qui s'y exposent peu ou pas. On a également retrouvé que la fréquence d'exposition n'a pas d'effet sur l'intensité émotionnelle, sauf pour les déformations corporelles, où l'intensité est plus basse chez les personnes qui s'exposent tous les jours à du contenu horrifique. Indépendamment de la fréquence d'exposition, c'est lorsque l'émotion sélectionnée est positive, c'est-à-dire lorsqu'elle est liée à l'émerveillement, au fait d'être captivé ou de ressentir de l'intérêt, que les jugements esthétiques étaient les plus forts. Par ailleurs, plus l'intensité émotionnelle est élevée et plus les jugements esthétiques sont favorables, quelle que soit la valence émotionnelle exprimée. Nous avons donc des résultats qui sont bien différents par rapport à notre première étude sur les liminal space. Il semblerait que pour les œuvres d'art, il serait récompensant de ressentir des émotions positives alors même que le contenu provoque des émotions négatives. D'autant plus si ces émotions sont ressenties de manière intense. On peut du coup regarder, pour vous, ce qu'il en était pour cette œuvre, de votre expérience esthétique. Hop. Alors, sur 138 personnes qui ont pu voter aujourd'hui, on a, encore une fois, un jugement esthétique qui est plutôt élevé, avec, comme ça, à peu près 70% des personnes qui ont jugé l'œuvre esthétique ou très esthétique. On se retrouve avec l'émotion dominante qui est plutôt neutre, indifférente, de la confusion aussi, vous avez parlé, de l'anxiété, visiblement aussi beaucoup, de la peur, du dégoût, du malaise, de l'envie et lol. Interprétez cette émotion comme vous voulez. Au niveau de l'intensité, on est sur une intensité plus forte, effectivement, avec 40% donc, d'entre vous qui estiment que cette intensité était élevée. Sur votre fréquence, enfin, d'exposition à du contenu horrifique, vous êtes un petit 30% à consommer beaucoup d'horreur, coucou la famille, et des personnes du coup qui n'en consomment pas du tout. Donc c'est très intéressant, on a vraiment des personnes, des profils très différents. Ce serait intéressant du coup ici de regarder effectivement si en fonction de si vous vous exposez souvent à l'art ou pas, quelles étaient les personnes qui ont répondu en fonction de l'intensité, du type d'émotion et votre jugement esthétique. C'est ce qu'on a fait du coup. Alors, je ne vous présente pas les différentes catégories, ça paraît assez évident. L'idée, justement, c'est que vous puissiez avoir une expérience horrifique, un peu soft. Je ne suis pas là pour vous traumatiser. On parlera du traumatisme. Que se passe-t-il, par contre, pour les différentes du coup, catégories qu'on a étudiées? On a retrouvé des différences qui sont fortes en fonction des catégories. On a notamment les œuvres qui représentaient des paysages inquiétants, des monstres et des représentations symboliques de la mort qui étaient jugées plus esthétiques que les œuvres qui étaient liées à des mutilations des cadavres et des déformations corporelles. Ce sont aussi, donc, pour les déformations corporelles, c'est là que l'intensité émotionnelle était la plus élevée. J'ai même pas les blagues, moi. Alors, ensemble, ces résultats, ils nous indiquent que les œuvres qui provoquent du dégoût et ou qui relatent des faits historiques, notamment réels de guerre, sont plus difficiles à apprécier, peut-être parce qu'ils sont plus difficiles effectivement à mettre en distance. Mais au-delà de cette mise en distance, il y a aussi la question du jeu entre les émotions positives et négatives qui ressort beaucoup dans cette étude. Et du coup, ça m'amène à vous parler de l'embrassement ou de l'accueil des émotions. Alors l'embrassement, ça désigne la coexistence d'émotions positives et négatives. Et c'est un ensemble de mécanismes, j'en citerai quelques-uns, qui permettent l'intégration des émotions négatives lors de l'exposition à l'art. Il y a plusieurs phénomènes qui sont proposés. D'abord, le fait que, comme les émotions négatives sont expérimentées de manière plus intense, elles permettraient de maintenir votre attention et, comme je vous disais, d'être plus fortement mémorables. C'est cette intensité émotionnelle qui serait intrinsèquement récompensante.
Mais cette intensité plus forte, même si elle explique une partie du plaisir que vous ressentez, c'est certainement pas la seule explication. On a, comme je vous ai évoqué un peu plus tôt dans cette conférence, la question de la maîtrise cognitive, et donc qui est une notion très importante dans le jugement esthétique. Les émotions négatives pourraient favoriser la construction du sens, l'interprétation et la compréhension. En effet, ces émotions viendraient limiter le risque de ressentir de l'ennui par rapport à des émotions qui seraient seulement positives. Les sentiments plaisants sont effectivement supposés être d'un intérêt esthétique moindre du fait d'une capacité limitée à servir l'élaboration intellectuelle. Cette idée est assez cohérente avec des études du coup, qui montrent que les prises de décision sont plus réfléchies lors de l'induction d'émotions négatives. Elles sont également en lien avec des modèles cognitifs de l'esthétique qui proposent que les images plaisantes à l'œil présentent le désavantage d'être moins motivantes pour s'engager dans des processus réflexifs par rapport à des œuvres qui sont justement déplaisantes et qu'on essaie de comprendre. Nous pouvons ressentir des émotions positives liées aussi aux qualités visuelles hautement appréciables, comme on l'a vu tout à l'heure, tout en ressentant des émotions négatives qui vont être liées au contenu qui est dépeint. Une autre raison à ça, c'est que l'interaction peut se produire parce que certaines émotions positives découlent des émotions négatives. Par exemple, on peut expérimenter de la fierté liée au courage d'avoir surmonté un sentiment de peur ou de l'empathie face à la tristesse. Encore une fois, on n'apprécie pas simplement de regarder un film d'horreur, par contre, à la résolution du film, quand on n'a plus justement l'émotion de peur ou quand elle se dissipe. On apprécie l'expérience de l'émotion négative en elle-même. Et ça, c'est un autre mécanisme qui peut encore nous l'expliquer, c'est ce qu'on appelle, et qui sont les émotions mixtes. Des émotions qui ont une valence à la fois positive et négative, et qui nous prépareraient aux émotions très négatives. Chatterjee, qui est un auteur très connu en neurosciences sur la question de l'esthétique, nous donne un exemple que je trouve très parlant. Il parle du goût de l'orange. Une bonne orange, elle doit être à la fois sucrée et acidulée. Sans sucre, elle serait uniquement acide, et sans acidité, ce n'est même plus une orange. D'un point de vue émotionnel, l'orange, ce serait le suspense. Peut-être... donc, en plus d'être agréable à expérimenter, le suspense permettrait l'incorporation d'émotions strictement négatives, ici notamment la frayeur. Ressentir de la frayeur en permanence finirait par être insupportable et une non-préparation à la frayeur serait aussi potentiellement désagréable. Alors, ces différentes propositions, elles coexistent. Et il reste encore beaucoup à découvrir et surtout à tester dans de futures recherches. Il serait notamment intéressant de tester la proposition de Walton et Neil, à savoir que les émotions ne sont pas par essence désagréables, mais que ce sont les objets attachés à ces émotions qui sont déplaisants ou qui sont dévalués. Quand nous décrivons une émotion comme déplaisante ou négative, nous parlons en réalité de la situation dans laquelle nous l'expérimentons. En conséquence, on pourrait dire que la plupart du temps, la peur est liée à une situation déplaisante dont les conséquences sont évaluées comme indésirables, mais dans une multitude de circonstances, la peur pourrait aussi être plaisante et désirable, et ce serait notamment le cas pour les montagnes russes, les sports extrêmes et encore une fois l'expérience esthétique horrifique. On comprend un peu mieux maintenant notre fameux paradoxe de l'horreur qui n'en est peut-être pas un. Pour finir, le jugement esthétique favorable face à des contenus horrifiques pourrait provenir du fait que l'œuvre réussit à nous faire ressentir l'émotion choisie. C'est une proposition de Kant, ancienne. Le sentiment esthétique serait un signal que le but recherché par l'œuvre est atteint. Si une image, du coup, censée être angoissante, rate son effet, son intérêt esthétique serait moindre ou deviendrait d'un seul coup humoristique. Alors, en résumé, et pour terminer cette conférence avant nos échanges, après la distanciation, il serait donc possible d'embrasser des émotions habituellement difficiles et de réfléchir dessus.
L'art est souvent considéré comme un langage hors du langage qui permet d'élaborer sur des sensations complexes que le langage viendrait justement simplifier. L'art pourrait permettre l'exploration de nos états affectifs de manière plus différenciée et pas simplement par de l'intellectualisation. L'exploration des émotions négatives est importante, y compris pour le jeune public. On entend parfois, et de manière un peu maladroite, qu'il ne faut pas trop protéger les enfants. Je dis de manière maladroite, dans le sens où je pense qu'il est important de contextualiser ce propos. Nous nous devons de protéger les enfants de situations potentiellement traumatisantes. Nous devons repérer et collectivement refuser que des comportements de maltraitance ou de négligence se perpétuent. Il n'y a aucune raison de penser que le fait de placer volontairement un enfant dans une situation anxiogène, sans recul et sans contrôle, aurait des conséquences positives dans son développement. Les études en psychologie nous indiquent à bien des égards l'inverse. En revanche, éviter la confrontation à des émotions négatives n'est pas non plus souhaitable. L'art peut être un terrain d'exploration des émotions négatives, et ce terrain peut être exploré de manière sécurisée, lorsqu'il est accompagné dans la prise de distance, et qu'il peut arrêter l'expérience lorsqu'elle devient trop désagréable. L'art peut ainsi être un lieu d'apprentissage de la régulation des émotions. Les enfants pourraient explorer eux-mêmes des manières de réguler leurs émotions, négatives surtout, et ils peuvent aussi apprendre par observation la manière dont les adultes régulent leurs émotions négatives. Le contexte dans lequel ces émotions négatives sont vécues est donc particulièrement important. Une image induisant de la peur peut prendre un tout autre aspect dans un contexte particulier. Et avant de passer aux échanges et de vous remercier, je vous propose d'observer la dernière œuvre d'Elsa dans un contexte musical particulier. Alors, je m'excuse, j'espère qu'on va entendre. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à Elsa pour les dessins et la qualité du suivi. Merci Hélène, merci Elsa, merci à vous tous d'avoir partagé cette soirée avec nous. Et bon, allez, à la prochaine année.